toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde autour de cet éternel débat du service public de la culture, mais peut-être qu'il y a une résonance particulière aujourd'hui face à cette crise sanitaire et à l'après-Covid. Merci à nos invités d'avoir accepté de participer à ce débat. On va vous présenter après, mais je voulais peut-être vous raconter un peu comment va se dérouler cette table ronde. On va d'abord inviter les intervenants à débattre entre eux, et ensuite il y aura évidemment un temps d'échange avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions, on répondra avec plaisir à tout ça. Peut-être on va se présenter, Karine et moi, qui allons animer le débat. Je suis donc pour ma part agent artistique, je suis directeur du Festival de Lucie et je suis délégué national chargé de la culture du Parti Socialiste. Karine. Bonjour à tous, et on est vraiment tout à fait heureux que vous soyez à l'heure, parce que ces universités d'été vont être sous le label des heures précises à cause des exigences de l'épidémie qui nous atteint. Et donc je vous remercie d'être à l'heure, c'est pour cette raison que nous démarrons aussitôt. Je suis Karine Goannec-Morin, je suis la locale de l'étape, élue dans le Perche au nord du département, présidente de ma communauté de communes, mais aussi ex-secrétaire nationale du Parti Socialiste pour la culture, très engagée sur les politiques culturelles. Enfin, je suis très heureuse d'animer aux côtés d'un jeune qui relève nos générations cet atelier. Pourquoi avons-nous pensé qu'il était utile d'interroger à nouveau la question du service public quant au domaine culturel et aux politiques culturelles? Eh bien parce que cette question, bien évidemment, elle est toujours d'actualité, elle n'a pas été... personne n'a apporté une réponse évidente et concrète à ce questionnement, même si on ne peut pas oublier, bien sûr, la première mission du ministère de la Culture, même si... bien sûr, on est extrêmement soucieux à travers la décentralisation qui a eu lieu depuis des décennies dans notre pays, soucieux de défendre le maillage extrêmement fin du territoire et qui permet vraiment un accès à la culture très important et l'engagement des collectivités territoriales. Et donc il nous semble bien sûr important de ne pas oublier non plus que l'une des ministres de la Culture socialiste, Catherine Trottmann, en son temps, a établi une charte des services publics qui est toujours d'actualité. Moi qui suis par ailleurs professionnellement haut fonctionnaire au ministère de la Culture, je peux vous dire que c'est une charte qui est toujours utilisée, c'est la charte des services publics de Catherine Trottmann, et donc il faut s'en souvenir, on n'oublie pas tout ça, mais la question, notamment au niveau des médias, au niveau du spectacle vivant, au niveau du cinéma, nous avons toujours cette question de l'accès et de la manière dont, comme la santé ou comme l'éducation, la culture pourrait être placée dans les politiques publiques de manière plus inscrite. En son temps, j'avais défendu, quand je présidais la commission culture de l'ARF, au moment de l'établissement de la loi NOTRe, une compétence obligatoire pour tous les niveaux de collectivité pour la culture, pour que cette inscription ne soit pas aléatoire au fil des élections et des mandats et des présences d'élus engagés ou non engagés, et donc qu'elle soit obligatoire pour tous les niveaux de collectivité. Ça n'a pas été retenu, mais souvenez-vous qu'à l'époque, il y a eu un pacte entre l'État et les collectivités pour obliger, au moment où les dotations baissaient fortement, pour obliger les collectivités à maintenir leur engagement. Donc nous n'oublions pas tout cela, nous n'oublions pas non plus d'où nous venons. Il y a 19 000 ans, déjà nos ancêtres inscrivaient dans les grottes de Lascaux ou bien la grotte Chauvet, inscrivaient aussi leur nécessité de parler avec poésie de leur époque. Et c'est important de se souvenir que nos ancêtres, avec une civilisation peut-être moins engagée que la nôtre, nos ancêtres déjà inscrivaient la culture comme un élément de communication extrêmement important,
Je crois qu'il faut qu'on se souvienne de tout ça, mais il faut bien sûr qu'on parle de l'actualité. Alors, nous allons bien sûr, je vais demander à Clément de présenter nos intervenants. Je voudrais saluer la présence d'Olivier Bianchi, le maire renouvelé avec brillamment à Clermont-Ferrand, le maire de Clermont-Ferrand, qui est le secrétaire national à la culture du Parti socialiste pour ce mandat. Labellisé à la volonté d'Olivier Faure sous la Renaissance, et bien peut-être que la Renaissance va aussi porter la culture comme un service public extrêmement important. Voilà, c'était la petite introduction pour nous mettre dans le bain, mais je laisse Clément poursuivre et présenter chacun de nos intervenants. Nous sommes nombreux, je vous remercie de respecter donc, les consignes dues au Covid. Et je te laisse la parole. Alors David Assouline, tu es sénateur PS de Paris, membre de la commission culture. Tu as crié haut et fort lors d'une séance de questions au gouvernement début mai combien de milliards pour la culture face à cette crise. Le Premier ministre vient d'en annoncer 2. Est-ce suffisant? En tout cas, tu nous donneras ton avis sur la place qu'elle doit tenir dans le service public. Jacques Renard, vous êtes ancien membre du cabinet auprès de Jacques Lang, ministère de la Culture. Vous avez occupé de très nombreuses fonctions à responsabilité dans le secteur culturel, délégué adjoint aux arts plastiques, directeur de l'administration générale, directeur de la Bibliothèque de France, président du Centre des Monuments Nationaux, dernièrement directeur du CNV, Centre National des Variétés, de la Chanson et du Jazz. Vous êtes donc un parfait expert sur les politiques publiques en matière culturelle. Thierry Ardisson, vous êtes animateur, producteur de télévision et producteur de cinéma. Vous connaissez très bien l'audiovisuel public puisque vous avez officié longuement sur Antenne 2 plus France 2. Vous avez rencontré différentes forces politiques, notamment les Insoumis. Vous aviez d'ailleurs dit, vous demandez ce que je fous là, moi aussi. On pourrait se poser la même question ici au Parti Socialiste, mais c'est les idées qui priment et non les positionnements stériles. Et vous en avez eu des idées. Vous avez été force de proposition durant la réforme en partie avortée de l'audiovisuel public. Vous appelez à faire de l'audiovisuel public une école du peuple, à spectaculariser la culture, à donner un plus culturel à tous les programmes jusqu'au programme de télé-réalité, par exemple, que vous aimeriez voir se dérouler dans l'Europe antique. Je peux répondre? J'attends que j'ai fini. Ouais. Et Jérôme, tu es régional de l'étape. Tu as été nommé récemment directeur de la scène nationale d'Equinox à Châteauroux. Avant, tu étais directeur du théâtre de Châtellerault, où tu as fourni un magnifique travail. Tu entres dans ces nouvelles fonctions dans un moment particulièrement compliqué pour l'ensemble du spectacle vivant. Avec cette scène nationale, tu es un maillon indispensable de la diffusion artistique et tu dois avoir un avis évidemment éclairé sur l'équitable accès à la culture sur notre territoire français. Clément, juste un petit mot pour vous dire que bien sûr, la parité n'est pas là, je suis la seule femme. Pardon, excuse-moi, parce que c'est bien que je m'exprime là-dessus, parce qu'on le regrette énormément. On a sollicité, d'abord on a aujourd'hui une défection d'une des intervenantes qui devait être présente et représentante de l'édition. Et donc, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, donc une défection dernier moment, mais même notre volonté a été constante d'établir de la parité, et nous n'avons pas réussi, pourtant, contacter des créateurs, deux metteurs en scène, une cinéaste, et nous n'avons pas réussi. Ce n'est pas la volonté qui nous a empêché de le faire, et je voulais le signaler, parce que, évidemment, la parité, c'est aussi l'ADN du Parti socialiste. Et aussi s'excuser de ne pas avoir d'artistes présents sur la table, même si on a fait appel à de nombreux artistes. Mais j'en vois en salle, donc peut-être qu'ils ont des questions et des avis sur... Voilà, et si vous ne voyez pas d'artistes ici sur la tribune, il y aura tout au long de ces trois jours des présences d'artistes voulues par Olivier Faure. Et n'oubliez pas, par exemple, demain, à la fin des ateliers du matin, à 12h30, une performance artistique de danse hip-hop dans l'hémicycle. Elle devait être à l'extérieur, donc plus visible, elle sera dans l'hémicycle. Et puis des souffleurs de poésie, un commando poétique, des souffleurs qui vont circuler sur le parvis. Et donc des présences artistiques très fortes, et puis la projection d'un film évidemment tout à fait à l'affiche qui sort cette semaine et qui sera proposé samedi soir, et dont j'ai un trou parce que je ne connais que lui. C'est effacer l'historique, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, une présence
culturelle et artistique très, très forte pendant ces 3 jours. Est-ce qu'on... D'abord, on fait un tour de table. Alors, on avait dit on fait un petit tour, mais je sens que Thierry Ardisson a très envie de parler. Mais on fait un petit tour juste pour que vous réagissiez sur la crise, évidemment, qu'on vient de traverser. Pour le monde culturel, ça n'est pas rien. Et sur la proposition de l'État, on va faire des commentaires. Vraiment très rapidement, chacun d'entre vous. Et puis après, vraiment, on rentre dans le vif du sujet avec vos positionnements sur le service public de la culture. Chacun, David, si tu veux commencer. Non, juste sur le Covid, ou alors peut-être Jérôme, on va prendre les interventions comme ça, et puis voilà. Oui, ben, pour nous, ces annonces, elles sont évidemment, elles ont été très attendues, sans doute un peu tardives, mais il n'est jamais trop tard, et elles sont évidemment éminemment floues. C'est-à-dire que je ne parle que de la partie réservée à la culture, donc 2 millions, plus une partie qui est réservée au spectacle vivant. Et il faut déjà noter que la première chose, le théâtre public va être aidé à hauteur de 200 millions, le théâtre privé va être aidé à hauteur de 220 millions d'euros. Donc il y a déjà là pour moi une grande source d'interrogation et qui interroge, je crois, la thématique d'aujourd'hui, qui est celle du service public. Donc on pourrait remonter loin sur la définition, mais je ne vais pas le faire maintenant. Et bien sûr, dans cette... alors c'est très syndicaliste, je le dirais, mais dans cet argent, qu'est-ce qui était déjà prévu? Qu'est-ce qui est nouveau? Pour l'instant, même si l'État nous dit, le gouvernement nous dit que c'est nouveau, on était tous persuadés. Ok, merci. Non, moi ce que je voulais vous dire, moi ce que je connais c'est la télévision. C'est la seule chose dont je peux parler, parce que je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas, comme le théâtre, le cinéma, j'en fais un peu, mais disons, moi, j'ai passé 20 ans dans le service public de la télévision. J'ai vu ce qu'on pouvait faire avec la télévision, effectivement, c'est-à-dire que même une émission qui est une émission divertissante, comme l'émission que je faisais le samedi soir sur France 2, qui s'appelait Tout le monde en parle, on avait Michel Houellebecq, on avait Bret Easton Ellis, on avait Jean d'Ormesson, on avait Tom Wolfe. Donc le pire n'est pas sûr, voilà. Et je pense que, pour aller vite, nos cultures, nos futurs, et je pense que pour éviter la catastrophe, parce qu'il y a une catastrophe qui est en train d'avoir lieu, au ralenti, mais elle arrive, sur le plan culturel, je pense que la télévision de service public peut être un vecteur très important de connaissances, et de connaissances communiquées aux gens, donc d'amélioration des gens. Voilà, je pense que vraiment, la télévision publique doit être sanctuarisée, parce que c'est la seule chose qui nous reste aujourd'hui pour éviter une catastrophe culturelle. Alors, pour en parler de moi 5 minutes, puis après on parlera des vrais sujets, mais moi j'avais fait une note, je me souviens, patron de France Télévisions il y a 5-6 ans, sur cette idée finalement que le boulot de la télévision publique, ça devait être de spectaculariser la culture. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait de la culture à la télévision, c'est souvent les chorégies d'Orange au mois d'août à 20h50, et puis ça marche pas, et tout le monde vous dit, vous voyez bien que ça marche pas la culture. Bah oui, ça c'est sûr que les chorégies d'Orange à 20h30 en prime time, ça peut pas marcher. Bon, donc il faut arriver, c'est tout mon discours en fait, il se résume à ça. C'est comment arriver à rendre divertissantes les émissions culturelles. Voilà, c'est un vaste projet. Moi, j'ai fait ça avec Tout le monde en parle. J'ai fait des émissions culturelles aussi plus proprement dites, c'est-à-dire comme Rive droite, Rive gauche, qui était une quotidienne de la culture sur Paris Première pendant des années. Mais là, c'était culturel. Ce qui est important, c'est comment, sur des chaînes de grande écoute, sur des chaînes hertziennes, comment arriver à parler de la culture. Donc, effectivement, comme la loi se préparait l'année dernière, il y avait cette loi qui était en préparation, j'avais été appelé par l'AREM, La République En Marche, par les Républicains aussi. J'étais allé voir la France Insoumise, m'avait demandé de venir à Toulouse à l'université d'été de la France Insoumise il y a 1 an. Et puis j'avais appelé Olivier Faure en lui disant, écoutez, moi je sais pas ce que vous faites comme université d'été, tout ça, mais moi vraiment ça m'intéresse de prêcher la bonne parole, parce que aujourd'hui je pense que le service public, ça va pas mal, ça marche bien. Enfin je veux dire, au niveau des exigences, on n'y est pas. Donc, je lui ai dit, si vous voulez que je vienne parler dans une université, donc il m'a invité, je suis ravi d'être là, et je vous remercie aussi d'être là.
Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc quand ça parle sur la télévision proprement dite, moi je pense que, c'est un petit peu ce que tu disais là, c'est-à-dire que toute émission peut être culturelle. C'est-à-dire il n'y a pas des émissions culturelles, des émissions pas culturelles, surtout je parle du service public. Et quand Clément parlait de la télé-réalité, c'est-à-dire si demain vous faites une télé-réalité qui se passe dans la Rome antique, bah, par définition, ça va, tout en s'amusant, ça va apprendre aux gens comment on vivait dans la Rome antique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser pavillon. C'est le boulot des producteurs, ça. Il faudrait que le service public exige que dans chaque émission, que ce soit un jeu, une télé-réalité, une émission de variété, il y ait un supplément d'âme culturelle dans toutes les émissions. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est pas fait, hein, je dis pas que, mais je dis qu'il faut que ça soit plus fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de programmes du service public qui ressemblent à des programmes qui ont été sur le service, dans le privé. Comme par exemple, je vois Les Enfants de la télé, je vois Surprise, Surprise, je vois Interville. Je me dis, qu'est-ce que ça fait sur le service public, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est des vieilles émissions en plus? C'est pas des concepts nouveaux, mais c'est des vieilles choses. Donc je pense qu'il faut, voilà, il faut que tout le monde soit conscient que la télévision de service public, qui ne sera pas, qui sera moins diminuée que les chaînes privées par la crise. Et que les chaînes privées ont des problèmes d'argent parce qu'il n'y a plus de publicité, il y en a moins. Donc elles ont moins d'argent. L'avantage du service public, c'est qu'il est abondé tous les ans par la redevance. Et moi, je me suis, enfin, parmi les discussions comme ça qu'on a pu avoir, moi j'ai toujours défendu l'idée de la redevance. À un moment, je ne sais plus qui voulait l'enlever, cette redevance. Moi, je me suis toujours battu pour la redevance dans la mesure où ça assure au service public une dotation. Si vous commencez à mettre le budget du service public de la télévision sur l'État, ben non, les gens diront, écoutez, non, il y a les infirmières qui ont besoin d'argent, il y a les instituteurs qui ont besoin d'argent, il y a les policiers qui ont besoin d'argent, vous êtes gentils, la télévision, ça passera après. Donc là, c'est la fin. Donc je pense que face à Netflix, à Amazon, à tout ça, ce qui peut faire le plus de mal au service public, ce serait qu'on supprime la redevance qui assure un fonds, disons, périn. Voilà. On va revenir sur ces questions. On finit notre tour sur l'actualité, et puis bien sûr, chacun aussi va s'exprimer sur la conception d'un service public et des moyens du service public. Jacques? Alors, s'il s'agit de réagir sur l'actualité, et donc sur les mesures qui viennent d'être annoncées, on peut en discuter effectivement à l'infini selon le point de vue où on se place. C'est vrai qu'il y a eu 2 milliards de données, indépendamment d'autres mesures qui ont déjà été prises, hein, notamment sur les intermittences, ça vient en plus. Ceci étant, certaines estimations disaient qu'il fallait arriver à 3,5 milliards. Bon, c'est 2 milliards. On peut le discuter à la vie. Mais le débat mérite d'avoir lieu. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Et si j'imagine que beaucoup de professionnels culturels pourront considérer que soit c'est encore pas suffisamment clair, soit que c'est pas suffisant. Je voudrais quand même aussi en profiter pour dire que je suis un défenseur du service public, mais je voudrais ici faire un petit salut amical au secteur privé culturel, pour commencer. Parce que le secteur privé culturel, peut-être encore plus que le secteur public, est frappé de plein fouet par la crise parce qu'il n'y a pas de subvention. Donc c'est le cinéma, bien sûr, c'est l'édition, c'est les libraires, c'est l'industrie des disques, c'est le spectacle vivant musical, c'est le théâtre privé. Ce sont des structures qui sont vraiment frappées de plein fouet. De telle sorte que savoir si le privé a plus d'argent que le public ou pas, à mon avis, ce n'est pas vraiment le sujet. Je pense qu'il faut globaliser sur le secteur culturel. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, puisqu'il s'agit de réagir à l'actualité. Et je pense que nous devons, ça c'est vraiment le message que je vais faire passer aujourd'hui, compte tenu de toute l'histoire de la politique culturelle, qui est à la fois riche et pleine de contradictions, je pense que nous en sommes à un stade où, puisque l'idée c'est de réfléchir à la gauche d'après, il faut vraiment penser à une nouvelle phase de la politique culturelle. Ça, c'est fini la politique culturelle telle qu'elle existe. Non pas du tout qu'il faut remettre en cause ce qui a été fait, non pas du tout que ce n'est pas suffisant, mais en un mot, il faut sortir d'une logique où il s'agit seulement de préserver le secteur culturel, qu'il soit public ou privé. C'est très bien, il faut continuer à le faire. Mais mon interrogation, je pense que l'enjeu de la culture par rapport à la société, c'est de savoir comment la culture
essaime par rapport à l'ensemble des autres politiques publiques, comment la culture s'insère vraiment dans la société. Le secteur culturel, c'est très bien, il a été consolidé, il s'est développé au fur et à mesure des années, communication, culture, spectacle vivant, patrimoine, art plastique, tout ça est très bien, il doit être poursuivi. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment la culture peut vraiment s'inscrire dans les autres politiques publiques. Parler d'écologie, c'est évident, mais il y a bien d'autres secteurs. Comment fait-on pour que la politique culturelle passe à un stade où elle n'est pas seulement défense et promotion des artistes, des créateurs, c'est tout à fait indispensable, mais comment, à travers justement cette force incroyable des créateurs et du rapport qu'ils ont avec le public, on peut rayonner sur l'ensemble des questions de société qui se posent, les questions d'éducation, les questions de migration, les questions de sport, les questions de civilisation urbaine, les questions de politique étrangère. Toutes ces questions-là doivent être aujourd'hui rayonnées en fonction du secteur culturel. On y reviendra, Jacques, parce que tu abordes là une dimension extrêmement intéressante de la manière dont on peut repenser les politiques culturelles. On y revient. Là, on se cantonne à la réaction sur l'épidémie qui nous a touchés, et puis on revient sur ces questions extrêmement importantes. Oui, on peut voir de deux façons la crise, la pandémie et son impact sur la culture. On peut le voir d'une façon où, à un moment donné de marasme absolu, d'isolement des individus, d'angoisse, c'est la culture qui a fait lien entre tout le monde. Donc moi, déjà, je veux regarder le côté positif au sens où on aurait pu se dire, en constatant tout cela, et notamment les pouvoirs publics, se dire, quelque chose s'est révélé là, on va rebondir ensuite, en prenant en compte cela, parce que la société, globalement, indépendamment du Covid, se fracture. La République est aussi attaquée par tout un tas de mots, on va dire. Le lien social se délite, les replis de tout genre. Et voilà qu'on a pu encore mesurer à quel point la force d'une culture comme la nôtre, c'est de pouvoir, même dans ce moment d'atomisation générale de la société et d'angoisse, donner à rire, donner à pleurer, donner à s'émouvoir ensemble, tous au même moment, et à multiplier très vite, par aussi les réseaux sociaux, par des applications particulières qui ont fleuri à ce moment-là, et pas seulement par la télé et tout ce qui existe déjà comme mass média, eh bien, le besoin de partager et de faire société ensemble à tous les niveaux, y compris sous nos fenêtres, y compris ceux qui venaient refaire le coup de guitare ou d'accordéon sous les fenêtres. Bon, donc, ça, c'est le positif. Malheureusement, même en constatant cela, il a fallu se battre pour faire rentrer l'idée que ce secteur, plus que d'autres, parce qu'il a besoin d'un public, il a besoin qu'on sorte. Son économie était fondée là-dessus. Il faudra reconsidérer d'ailleurs comment on peut modifier son économie à partir aussi d'une telle crise, parce que voilà, quand on ne peut plus être dans les salles, quand on ne peut plus se rassembler, à un moment donné, des secteurs comme par exemple les restos ou les bars, voilà, si on est confiné chez soi, il n'y a plus d'économie possible et c'est la mort. Et donc c'est un secteur qui a été menacé de mort dès le début et qu'il fallait injecter tout de suite quand on a fait premier plan de relance, deuxième plan de relance, troisième plan de relance. Je sortais de mon confinement pour aller au Sénat voter des plans. Et à chaque fois, franchement, quand je disais « Ah, mais bravo, 18 milliards pour le tourisme », j'étais très content. Je ne disais pas « Il faut enlever au tourisme pour aller là », parce que le tourisme aussi était sinistré. Mais combien pour la culture? C'est le cri que vous avez. Parce qu'à ce moment-là, on avait gagné parce qu'on avait râlé sur les intermittents. C'était fondamental pour leur survie. Mais c'est quoi? C'est 800 millions. Il y en a qui pensent qu'on ruine la France quand on fait des intermittents. C'est que cheap par rapport aux milliards qu'on a su trouver pour faire que les choses tiennent encore. Donc, juste dire que, et pour les intermittents,
et pour des premiers plans ils ont dit 5 milliards, dans ces 3 plans, je ne vois pas plus de 3 milliards, moi, mais des fois ils prêtent, et donc ils disent ce qu'ils donnent. Bon, tout ça, personne n'a regardé, ils donnent 5 milliards, tout le monde dit 5 milliards, c'est pas vrai. Bon. Mais enfin, c'est quand même à prendre, et c'était du sérieux. Mais j'ai toujours évalué, comme tout le milieu culturel, que la perte était au minimum de 10 milliards, au minimum de 10 milliards, certains vont jusqu'à 18 milliards parce qu'ils intègrent énormément d'économies qui dépendent de la culture mais qui ne sont pas à la culture directement, et les 2 milliards qui viennent, ben bravo, je suis content parce que j'avais peur qu'il n'y ait rien, hein. Mais ça ne fait pas encore le compte, et il va falloir pas seulement réfléchir en termes de milliards d'ailleurs, il va falloir réfléchir en termes de mesures cohérentes sur l'ensemble du territoire, parce qu'aucune entreprise de création ou autre ne peut vivre sans visibilité. Et quand on autorise le Puy du Fou à mettre 12 000 personnes et qu'on refuse à un théâtre de mettre 100 personnes, eh bien tout ça crée voilà, et du non-sens, mais aussi de l'injustice. Et bon, voilà. Donc, c'est pas assez, mais j'ai plutôt aujourd'hui envie de dire c'est pas mal, mais il a fallu se battre. Et je peux vous assurer que dans la conscience de ceux qui nous gouvernent, s'il n'y avait pas eu ces bagarres, il n'y aurait rien eu. Parce que l'économie, les chiffres, la comptabilité, la culture, c'est un supplément d'âme pour eux, et ils n'ont pas encore compris que c'est notre âme, tout simplement, et qu'on ne peut pas vivre sans culture. Voilà, tu viens d'introduire en fait la thématique de cet après-midi, parce que c'est justement parce que la culture n'est pas considérée comme un service public qu'on en est encore à ces strates de combat pour obtenir des revendications qui sont pourtant extrêmement anciennes. Je salue le camarade qui nous a rejoint, qui a été un camarade de longue date aussi à nos côtés. Je reviens vers vous, Jérôme Monchal, parce que vous ne vous êtes pas exprimé, et vous êtes le seul à ne pas avoir, malgré notre recommandation de s'en tenir au Covid, vous ne vous êtes pas exprimé sur la thématique, et on peut reprendre donc la réflexion sur la thématique qui nous réunit, d'essayer de comprendre comment, pour vous, le spectacle vivant, comment vous considérez l'action aujourd'hui de nos gouvernements successifs, mais comment vous envisagez l'avenir sur une prise en compte différente du secteur des politiques culturelles. Alors peut-être avant de parler de conceptions différentes, il faudrait voir ce que c'est qu'en fait cette conception, c'est quoi en fait le service public. Alors ce sont des valeurs anciennes, hein. Il y a des choses d'ailleurs très intéressantes au niveau historique, puisque cette notion de service public par rapport à un théâtre, je parle de ce que je connais bien, par rapport à un théâtre remonte en 1913, où on se demande, c'est quoi le théâtre aujourd'hui? Est-ce que c'est un théâtre de divertissement, ou si c'est un théâtre pour éduquer, élever les masses, hein? C'est un peu cette question-là qui est posée, et elle est répondue par un arrêté du Conseil d'État qui considère qu'un service public n'est pas un service public de divertissement. Alors ça c'est intéressant. On retrouve après cette notion de service public, évidemment, et là c'est quand vous m'avez proposé de venir ici, j'ai été évidemment intéressé par ce que disait la phrase de Jean Vilar, hein, c'est-à-dire ce qu'il disait exactement, c'est « Dieu merci ». Il y a encore certaines gens pour qui le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. Le TNP, le Théâtre National Populaire, est en premier lieu un service public, tout comme l'eau, le gaz, l'électricité. Donc c'est là qu'il ajoute aux fonctions régaliennes de l'État, on est après-guerre, il ajoute aux fonctions régaliennes de l'État une notion qui est celle d'un service public du théâtre, de la culture, on va dire ça comme ça, qui est assez nouvelle à ce moment-là, mais qui est en fait un héritage assez classique, hein, je vous l'ai dit, donc Coco avec son manifeste de la Fondation du Vieux Colombier, avec cet arrêté du Conseil d'État, et puis ça apparaît en fait suite à la décentralisation, celle qui a été voulue notamment par Jeanne Laurent, là on est en 1946, qui est complètement dans la mouvance, hein, du Conseil national de la résistance, dans le droit fil du Front populaire, et
c'est là, donc dans ces années-là, Jean Viard parle, c'est aussi évidemment Malraux en 59 qui incarne cette volonté de l'État de créer des maisons de la culture notamment. Et on est vraiment toujours dans la même mouvance, même si les partis sont pas les mêmes. 60 ans après, ce secteur subventionné, on voit qu'il domine très clairement aujourd'hui, notamment le théâtre privé. Alors on va pas être d'accord avec mon collègue, il le domine au niveau du budget évidemment, il le domine pour moi en tout cas en termes de qualité esthétique, et puis bien entendu il le domine aussi en termes de niveau d'image ou de prestige. En tout cas, ce service public-là, il s'inscrit vraiment dans une notion d'État protecteur, également de services fondamentaux, le gaz et l'eau, hein, on l'a dit, et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui nous anime, je crois, en tout cas, nous hommes de culture, notamment dans le domaine du spectacle vivant, du cinéma également, que je connais pas mal. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, cette volonté d'émancipation? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ces questions-là? Pour moi, c'est une question de décentralisation. Et je crois que c'est pour ça qu'on m'a fait venir. Donc moi, je suis un peu originaire de l'Étape, puisque je dirige la scène nationale de Châteauroux, dans l'Inde, dans cette région centre-Val de Loire. L'Inde, c'est un département rural, la ville de Châteauroux, qui est la préfecture, est une ville de 40 à 50 000 habitants. Et je crois que là, on est vraiment au cœur de l'action de l'État. Pour moi, en tout cas. C'est-à-dire que on est là en termes de service public, et donc en termes de pilier fondamental du pacte national. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean-Ludovic Silicani qui a écrit ça dans son livre blanc sur l'avenir de la fonction publique en 2008. Mais ce pacte national, pour moi, il repose sur 3 principes, et ils sont très vraiment à l'œuvre en milieu rural à Châteauroux notamment. C'est les principes d'égalité, c'est-à-dire, je crois que c'est pas moi qui fais ça, hein, mais bon. Au-delà donc au principe d'égalité, qu'est-ce que c'est? C'est au-delà des dispositifs contractuels, le ministère conserve une mission générale de solidarité envers ces territoires. Donc c'est-à-dire qu'il donne de l'argent à la scène nationale Châteauroux, mais finalement il en donne un peu moins qu'à la scène nationale de Bourges, et beaucoup moins, bien entendu, qu'il pourrait donner à Paris, Parlement Opéra, qui va recevoir aussi pas mal d'argent lié à ce plan de relance. Je voulais parler du principe d'égalité, je voulais parler aussi du principe de continuité. C'est-à-dire que l'État demeure en capacité d'impulser des politiques nationales là où c'est plus difficile qu'ailleurs, mais il maintient quand même, notamment en termes d'éducation artistique, et je crois que la scène nationale de Châteauroux dans ce domaine-là est forte, puisqu'on agit sur tout le département de l'Ain, c'est-à-dire qu'on va à une centaine de kilomètres de notre lieu d'implantation, et on va au Blanc, à Issoudun, à La Châtre, et on dispose d'ateliers, des spectacles, etc. Un travail assez classique, mais qui là permet de maintenir ce pacte national et ces pactes républicains. Après égalité et continuité, il y a le principe d'adaptation. Et c'est là où, sans doute, que la décentralisation est la moins réussie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique en silo du ministère de la Culture, à mon avis, bride pas mal l'innovation, elle bride l'expérimentation. Moi, je suis vice-président également d'une fédération d'acteurs culturels qui s'appelle Scène au Centre, que tu connais bien, Karine, et qui veut expérimenter une scène conventionnée d'intérêt national sur le jeune public, mais à l'égard de toute une région. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu, mais c'est un ensemble d'acteurs. Et cette mission que nous sommes imposés, elle est reconnue par l'État, parce que l'État a envie d'essayer, mais on sent qu'il y a beaucoup de blocages, et que c'est plutôt au niveau régional que ça se passe, et non pas au niveau national. Donc voilà, donc la question de l'adaptation du ministère aujourd'hui, elle est compliquée, faute de marge de manœuvre, mais en tout cas, ça me paraît demeurer vraiment de première importance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut que le ministère se réinvente, ou que les politiques nationales se réinventent, on doit faire preuve de régulation, c'est-à-dire avoir une vraie vision d'ensemble. Et c'est ça qu'on attend au ministère. C'est-à-dire que le ministère doit nous donner des règles. On attend lui aussi de la souplesse, je vous l'ai dit, je pense vraiment, je suis absolument persuadé, je vais prouver que le service public est porteur d'innovation. Alors, aujourd'hui, on sent qu'il faut plutôt rentrer dans des cases qu'être innovant. Et puis,
puis cette question essentielle de décentralisation qui est l'équitable accès de tous à la culture partout sur le territoire. Jérôme, j'allais dire, oui. En fait, vous attendez beaucoup aussi des politiques culturelles, des politiques publiques. Qu'est-ce que les professionnels, eux, proposent pour inscrire vraiment la culture dans une autre vision? Parce que on ne peut pas attendre, il y a une mobilisation aussi qui doit venir de votre part. Je crois qu'on s'est fait dépasser, peut-être par les élus locaux, alors M. Madoc-Carmon pourra peut-être nous aussi là-dessus, mais les collectivités aujourd'hui assurent les 2/3 de financement de la culture. Donc la question, en fait, elle est plutôt là. Et c'est plutôt en termes de partenariat entre le ministère, les collectivités et les acteurs locaux que les choses se jouent. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire un nouvel acte de décentralisation? Qu'est-ce qu'on confie aux collectivités territoriales? Mais qu'est-ce que l'État doit regarder? Aujourd'hui, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup, qui inquiète pas mal aussi les collègues, c'est il y a un rapport qui s'appelle Revue des missions, de l'organisation et des moyens des services déconcentrés du ministère de la Culture. Et ce rapport, il existe de transformer la gouvernance du ministère avec la volonté de décloisonner. C'est très bien. Mais dans cette déconcentration qu'il appelle, déconcentration des crédits, des actes et des décisions, il confie finalement beaucoup au DRAC, donc au préfet, et donc à des préfets qui seraient éventuellement proches d'élus locaux, en tout cas influencés pour un temps par des élus locaux, notamment des budgets, mais aussi des nominations. Et c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État, à mon avis, aujourd'hui, pourrait perdre cette question de régulation. C'est pas le rôle d'un préfet d'être proche d'un élu local. C'est pas le rôle, mais on est assez d'accord, mais on n'évite pas, en tout cas, des politiques de soutien ou de lobbying, mais gentil. Très bien. Est-ce que, du coup, en changeant d'interlocuteur, je me permets, est-ce que c'est possible d'interroger vos deux interventions, Jacques Renard et Thierry Ardisson, qui interrogeaient à la fois pour Thierry Ardisson un divertissement qui devrait être tiré vers le haut et donc du coup pouvoir s'inscrire dans une politique publique de manière plus intéressante et plus fiable, mélangé à l'interrogation de Jacques Renard qui indique qu'il y a un renouvellement à trouver. Moi j'ai pensé, quand tu es intervenu Jacques, à une inscription qui a eu lieu dans la loi NOTRe, qui est l'inscription d'une attention particulière aussi aux populations et qui revendique aussi l'inscription des droits culturels dans la définition d'une politique publique pour la culture. Je sais que ça fait beaucoup débat, les droits culturels, parce que c'est pas toujours bien inscrit, mais pourtant, tu as indiqué tout à l'heure qu'il fallait passer d'une organisation faite pour le secteur à une organisation qui est faite pour la société. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé aux droits culturels. Tous les deux, je vous interroge et puis je reviendrai vers vous, David, tout à l'heure. Thierry Ardisson, comment on fait pour tirer... voilà, moi si vous voulez, ce que je pense, en fait, ce que j'essaye de dire, et c'est pas nouveau, mais c'est pas gagné, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, la télévision peut être, la télévision publique, entendons-nous bien, peut être un gros vecteur de connaissance et qui peut ramener la culture dans le public, dans tous les publics, parce qu'il faut encore qu'on ne touche pas qu'un public qui est intéressé par la culture, qui va au théâtre, qui va au cinéma, qui lit des livres. Ça, c'est très bien, mais ça, je dirais, il faut aller chercher des gens qui, aujourd'hui, n'ont plus du tout de contact avec la culture. Et c'est cela c'est ça qui me fait peur, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, nos cultures, nos futurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans le nihilisme, souvent. Donc, moi, ma théorie, elle est un peu paradoxale, vous l'avez souligné, mais ma théorie, c'est de dire on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Voilà. C'est-à-dire que si on veut... Moi, par exemple, quand je parle d'exemples précis, quand je faisais Tout le monde en parle, par exemple, les gens, ils voyaient arriver un écrivain, ils disaient « Oh putain, un écrivain !» Et puis, comme ils savaient que ça allait durer 12 minutes, que ça allait être intéressant, et que derrière, il y aurait un comique, ou il y aurait un acteur, ils le suivaient. Ils zappaient pas.
Donc c'est ça l'idée. Tout le travail doit être fait sur comment, quand je dis comment rendre divertissantes des émissions culturelles, ça a l'air paradoxal, mais ça n'est pas du tout, c'est la seule solution. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers les gens et de mettre toute cette capacité culturelle qu'il y a en France, dont vous êtes mon expression, comment se mettre au service. Et la télévision, encore une fois, c'est le dernier. Alors, quand je dis la télévision, les réseaux sociaux, je veux dire, on peut mettre des choses sur Instagram, etc. Il ne s'agit pas d'être un monomaniaque de télévision. Enfin, la télévision publique est encore très regardée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 heures, les gens regardent la télévision publique 3h30 par jour, et plus pendant le confinement. Comme disait justement David, quand il y a eu le confinement, la bonne nouvelle, c'est que les gens sont allés vers la télévision, sont allés vers des programmes comme l'Oumni, qui étaient des programmes d'apprentissage, d'éducation. Ils ont transformé France 4 en chaîne culturelle, ils ont d'apprentissage, chaîne éducative, disons, pour le moins. La situation a été reportée. Voilà, donc il y a des pistes. Je pense que quand Delphine Ernotte a été réélue récemment à la tête de la télévision publique, la seule chose que dit le CSA a dit, écoutez, c'est très bien, continuez comme ça, mais attention, il faut faire plus de culture et plus d'innovation. Et plus d'innovation culturelle. Donc on voit bien que le chantier, il est là aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Le chantier, c'est comment, aujourd'hui, les gens qui regardent la télévision, ils ont 55 ans, voire 60 ans de moyenne d'âge. Comment, et ça, le service public le fait avec les plateformes numériques, ils font un gros travail sur les plateformes numériques pour les jeunes, mais tout l'enjeu, il est là. Parce que si moi, je vois... moi, je fais partie d'une génération qui a eu 19 ans en 68, donc on croyait qu'on était en train de tout casser, mais on a vraiment tout cassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des mômes de 15 ans, de 16 ans qui n'ont plus aucune culture. Voilà. Donc moi, je dis qu'on a un outil qui appartient... Il faut arrêter aussi, alors ça c'est très important, puisque il faut arrêter, par exemple, de considérer le service public, le service public de la télévision, comme une entreprise comme les autres. C'est complètement ridicule. C'est-à-dire... par exemple, je me suis retrouvé en train de proposer une série historique sur mai 68, par exemple. Ça n'a jamais été fait, c'est-à-dire on a traité l'occupation avec le village français, on n'a jamais traité mai 68 comme un événement important. Hein. Bon. Et on m'a répondu, mais non, c'est pas possible, pourquoi? Parce que les séries en costume, ça coûte 20 à 30% plus cher. Mais, donc vous condamnez à ne jamais raconter l'histoire de France et à obliger les gens à regarder des séries qui se passent dans des commissariats ou des hôpitaux. Donc voilà où on en est. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de me plaindre de quoi que ce soit, je ne suis pas en train de parler de moi, parce que moi j'ai fait une carrière, tout va bien, je n'ai pas de problème. Simplement, je tire un signal d'alarme. Pourquoi? Pour finir. Moi, j'ai été élevé par l'ORTF. Voilà. Moi, quand j'étais petit, j'avais 16 ans, j'habitais en province, je connaissais personne, mon père n'avait pas un job délirant. Et la seule chose qui m'a nourri, c'est l'ORTF. L'ORTF, c'était Désir Gallard, Claude Santelli, Jean-Christophe Averti, Marcel Duval, des gens qui spectacularisaient la culture, justement. Et moi, dans mon coin, je me suis formé avec ces gens-là. Alors, quand on parle de l'ORTF, on critique tout le temps, on dit oui, mais à l'époque, vous comprenez, le ministre de l'Information, il appelait directement le présentateur du journal télévisé. Est-ce que vous croyez que ça a changé? Moi, ma femme travaille à TF1, elle présente des journaux sur TF1. Il y a certains sujets que je lui suggère qui sont refusés d'entrée. Quand je lui ai dit, tiens, vous devriez parler du coffre de Benalla qui a disparu, elle m'a dit, bonne idée. Le lendemain, elle est revenue en me disant, bah, ils ont dit que ça n'intéressait plus personne. Je dis, bah, bien sûr, ça n'intéresse plus personne. Alors, il y a une commission d'enquête qui a été nommée après, pour dire la vérité. Mais bon. Mais c'est privé. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, l'ORTF, c'est un bon modèle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de se référer à l'antique. C'est-à-dire que l'ORTF, c'était très critiqué à cause de ce que je viens de dire, l'information, etc. Mais quand on regarde les programmes qu'ils faisaient, c'était pas des programmes, aujourd'hui, c'est les chiffres qu'on gagnait. Garmorin l'a dit très bien. Depuis que les chiffres ont gagné, c'est la merde. Donc aujourd'hui, les chiffres ont gagné. Donc la télévision publique, on nous dit comment aller l'émission. C'est un discours de gauche. Ah bon? Moi, ça ne me dérange pas d'avoir un discours de gauche. Non, ce que je veux dire, c'est que les chiffres ont gagné. Alors aujourd'hui, une émission, elle n'est pas bonne parce qu'elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle fait plus d'audience que l'autre. Alors le matin, vous arrivez à France 2, comment ça va? Ah ben, on est devant TF1.
quel est l'intérêt d'être devant TF1 si vous avez diffusé des choses qui auraient pu être diffusées sur TF1? Donc alors, voilà. Comme on est sur les médias, peut-être David Assouline, puis on reviendra à l'expression de Jacques Renard qui m'intéresse aussi beaucoup. Et là, sur les médias, David Assouline, toi tu t'es beaucoup investi en tant que sénateur et personne publique sur cette question. Comment réagir sur la proposition et la vision de Thierry Ardisson qui nous interpelle, bien sûr. Oh, pardon. Oui, alors je vais réagir directement aux éléments et de réflexion et de proposition de Thierry Ardisson. Mais il faut quand même contextualiser, c'est-à-dire que les enjeux se sont déplacés. Aujourd'hui, l'enjeu de la création, de la culture, y compris de son accession au public, est lié à sa liberté, à sa diversité possible. Il n'y a pas de culture ou de création sans diversité. Or, ce qui domine dans le monde et donc dans chaque pays, par conséquence, c'est l'uniformisation et des plateformes qui détiennent l'ensemble de la chaîne. Aujourd'hui, l'ensemble de la chaîne, il y en a qui avaient les tuyaux, qui avaient la diffusion. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la chaîne. C'est eux qui financent la création, et donc qui disent ce qu'il faut créer, et qui l'acheminent, et qui ont un monopole, qui ont la puissance financière d'État important du globe. Puissance financière de grande puissance. Pour cela qu'ils peuvent échapper à tout un tas de règles, fiscales ou autres, parce que leur moyen de pression est gigantesque. Donc ça change la donne, parce que par la culture, l'enjeu aujourd'hui, c'est si on laisse dans ce combat les choses aller comme ça, c'en est fini de la diversité culturelle, de ce qu'on appelle l'exception culturelle pour la France. Et c'est pour ça qu'on a mené le combat au niveau européen et tout, parce qu'on sait très bien qu'avec l'équilibre dans chaque pays, on va avoir du mal face à ces grandes puissances, mais que c'est un combat qui est en train d'avoir lieu. Et ça a des conséquences sur la télé, etc. Parce que l'enjeu ensuite pour les médias, c'est est-ce que pour assumer cette concurrence, ils se mettent sous la coupe ou ils cherchent à ressembler à ce que proposent ces plateformes, ou est-ce qu'ils cultivent leur créneau, prennent ce risque, et à ce moment-là, il faut être soutenu. Absolument. Et c'est pour cela que le service public, qui a cette chance, entre guillemets, d'être soutenu, d'avoir une certaine liberté par rapport à la pression du commerce, tout simplement, la pub et tout ça, joue un rôle fondamental. Et donc, il ne faut pas qu'il échappe à ça. Moi, j'ai été contre la suppression totale de la pub à une époque où la France Télévisions vivait à moitié du commerce, à moitié de la redevance. Il n'y avait pas de subvention d'État. La nuance est très importante. La redevance est un actionnariat populaire. C'est un tuyau direct qui va là. Il y a la gauche au pouvoir, il y a la droite au pouvoir, il y a l'UCHMOL au pouvoir, ou même ceux qui pensent qu'ils sont ailleurs, dans un autre monde, et ben, dans un nouveau monde, le service public sait qu'il y a tant qui rentre, il doit des comptes à ceux qui ont payé directement, c'est-à-dire les Français, hein, parce qu'à un moment ils vont se révolter s'il n'y a pas du contenu, mais en tous les cas, ça vient direct, et il y a de la prévision. Il n'y a pas d'entreprise qui peut vivre, surtout dans la création, où il y a de l'investissement, il y a du long terme, il y a quelque chose qui n'est pas profitable tout de suite, forcément, mais ça permet ça. Or, en disant j'enlève la pub, en n'augmentant pas la redevance, et en disant c'est une subvention d'État, on a mis sous difficulté le service public. Parce qu'ils nous ont dit, et à l'époque j'ai crié en disant vous mentez, et ils n'ont même pas eu besoin de mettre longtemps pour prouver qu'ils mentaient, ils ont dit ça sera compensé à l'euro près. La subvention, ce qui était perdu, plus de 400 millions à peu près, ils n'ont jamais compensé à l'euro, mais jamais. Donc, forcément, eh bien, il y a moins pour l'information, il y a moins pour le divertissement, il y a moins pour la création. Il y a une pression constante qui fait que, au moment où l'investissement
dans les nouvelles technologies et les innovations était fondamentale pour survivre. Il y avait la révolution numérique, eh bien, il n'y avait pas les moyens, puisqu'il fallait faire, on ne pouvait pas et investir et faire les programmes. Bien. Donc, voilà, maintenant, Darmanin avait dit qu'il fallait supprimer. C'est Darmanin, je ne me souviens pas, c'est Darmanin. C'est un vieux projet, c'est-à-dire que moi, je vais vous dire, y compris avec la gauche, que j'ai participé à des arbitrages avec un gouvernement de gauche il n'y a pas longtemps sur ces questions, puisque je pilotais le dossier du côté parlementaire. La difficulté, c'est que les mêmes aujourd'hui sont autour de la table avec Macron et son équipe pour dire les mêmes choses. C'est ceux qui sont à Bercy, qui ne supportent pas que quelque chose leur échappe. La redevance leur échappe, ça va direct. C'est pas eux qui décident, je mets là, j'enlève un peu, je mets ailleurs. Donc, ils ont toujours bloqué. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, on peut aller progressivement vers le fait que c'est la redevance qui paye tout. Parce que si c'est une subvention d'État, on met un média sous la coupe du politique, quelque part, que ce soit pour la création ou l'information. Donc il faut couper le cordon. Parce que le service public, ce n'est pas la télé d'État. Non, c'est la société qui décide de donner les moyens. Mais une télé d'État, une culture d'État, il faut, une information d'État, il faut être. C'est pour ça que le RTS n'était pas génial de ce point de vue. Oui, de ce point de vue. Il y avait, bah oui, bon, c'était quand même un point de vue important. L'indépendance pour les médias. Moi, j'ai fait voter dans la réforme constitutionnelle, mon fait d'armes de ma vie parlementaire, parce qu'en plus c'était la droite qui était au pouvoir, quand Sarkozy a modifié la Constitution, j'ai mis dans l'article 34 de la Constitution la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Et beaucoup, ne le savent pas, mais beaucoup de contentieux vont devant les tribunaux en s'appuyant sur ce passage de la Constitution française qui le dit. Donc je veux juste finir en disant que cette question de la liberté et de l'indépendance des médias, c'est aussi une question d'indépendance financière. Je suis donc maintenant, puisqu'il n'y a plus la pub, OK, on peut faire par la redevance, totalement. Pour ça, il faut déjà l'universaliser. Les gens ne regardent plus la télé avec une télé, donc il faut que tout le monde paye, parce qu'il y a déjà une inégalité fiscale. Ceux qui la regardent sur tous les écrans peuvent ne pas payer la redevance. C'est surtout souvent les classes supérieures qui ont accès au numérique et qui ne payent plus la redevance. Et les pauvres sont obligés de la payer parce qu'ils ont leur petit écran ici ou là. Donc, ça augmentera l'assiette, comme on dit. On peut un peu l'augmenter. Moi, j'ai réussi à la faire augmenter progressivement chaque année 2 € par des amendements pendant 5 ans. Mais on est encore à 100 € de moins par an. Il y a 200 € de moins de pays comparables comme l'Allemagne ou l'Angleterre, dont on loue tout le temps, la BBC c'est génial et tout. Sauf que leur budget c'est autre chose et leur redevance, elle est, voilà, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus. Et ça suffirait pour une autonomie du service public, où il n'y aurait plus de pub, où il n'y aurait pas l'État qui décide une année il met, une année il ne met pas. Et après, je suis d'accord avec Thierry Ardisson sur le. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple, parce que qu'il faut l'objet de la télé publique et de faire que dans tous ces contenus, ils soient un vecteur de diffusion de la culture, d'élévation du niveau culturel de l'ensemble de la population. Alors certains vulgarisent à tel point que c'est plus de la culture, hein, parce que c'est ça le danger, ou alors font du divertissement pour assurer que le bon peuple regarde la télé en leur servant n'importe quoi, en pensant que le bon peuple se sert n'importe quoi. Moi je pense qu'il faut faire un effort et que c'est possible, pas forcément par des émissions de divertissement, mais dans l'ensemble des émissions, y compris le divertissement, mettre un haut niveau culturel, parce que c'est fondamental, comme l'éducation, aujourd'hui, de faire que la télé publique, au moins, assure ce niveau d'éducation culturelle, parce que c'est là, c'est le plus grand public de France. Voilà. Je voudrais, avant de donner la parole à la salle, parce qu'on approche je voudrais revenir, vous avez évoqué 2 questions qui interpellent sur cette question du service public. Pour
la qualité aussi des politiques culturelles, c'est le contenu, et puis le financement. Je voudrais revenir sur l'indépendance aussi, que vous avez évoqué, et que souvent on pourrait considérer que tout projet soutenu par des financements publics ne serait plus indépendant. La décentralisation a beaucoup travaillé, et pour le spectacle vivant je le sais, sur la dimension de partenariat entre l'État et les collectivités pour inscrire aussi cette question d'indépendance. Et donc Jacques, comment, toi, avec cette interpellation que tu as faite tout à l'heure sur l'idée de modifier aussi les objectifs peut-être d'une politique publique pour la culture, comment allier à la fois cette question d'indépendance, pourtant liée à des financements et à la notion de service public, avec l'idée aussi de tirer vers le haut les contenus de ce que nous proposons à nos concitoyens. Alors, pour essayer de faire court. Il y a 8 minutes. Depuis une trentaine d'années, on assiste à une réduction de l'espace public de la culture, à travers la montée de l'ultralibéralisme, de la dérive gestionnaire, de rentabilité. Conclusion, si on veut avoir une vraie politique de gauche, il faut, relancer le service public. Ça suppose des moyens qui ne sont pas suffisants actuellement, ça suppose une volonté politique qu'il n'y a pas actuellement, et ça suppose aussi qu'on se réinterroge sur le sens du service public. Petite parenthèse, je pense que la notion de service public n'est pas exactement la même que la notion de secteur public. Attention, c'est pas pareil. Mais la notion de service public, parce qu'actuellement, je vois passer beaucoup de réflexions à travers la crise actuelle sanitaire. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on relance? Comment est-ce qu'on rebondit? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'interrogations des professionnels eux-mêmes qui s'interrogent non seulement sur le modèle économique, mais sur le sens même de leur action. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui surgissent de la part de directeurs d'institutions, d'artistes, etc. et qui notamment s'interrogent en se disant, est-ce qu'il ne faut pas sortir de la logique de... Nous sommes nous-mêmes pris dans l'étau de la concurrence, de la rentabilité, de l'obligation de remplir les salles, de la billetterie, etc. etc. Est-ce qu'il ne faut pas... Il y a même une directrice du Centre dramatique national qui dit il faut réinterroger cette frénésie de création à laquelle nous sommes obligés. L'obligation de production, l'obligation de rentabilité, etc. C'est très intéressant parce que je ne sais pas si ça débouchera, parce qu'après, tout le monde est pris dans ses contraintes, etc. Mais je pense que c'est une vraie réinterrogation qui a lieu et qui me paraît aller dans le bon sens. Autre interrogation que je vois surgir, et j'en viens à mon point, c'est que je vois surgir cette réflexion sur le thème « Faisons des alliances entre la culture, la santé, l'éducation, les citoyens ». C'est l'initiative d'ailleurs du Théâtre de la Ville, par exemple. Je trouve que c'est la bonne piste. C'est la bonne piste parce que, je reviens à ce que j'ai dit au début, je pense que autant il faut préserver le secteur culturel, autant il faut que la culture puisse rayonner sur l'ensemble du champ, l'ensemble des problématiques sociales et économiques. Je lisais récemment, un peu par hasard, un philosophe qui s'appelle Pascal Chabrol, pas très connu, qui disait il faut mettre en avant la notion de qualité. La notion de qualité qui peut être, qui peut au fond se substituer à la notion de, peut-être la nouvelle figure du bien, laquelle bien est trop connotée par son aspect valeur morale ou valeur religieuse. La notion de qualité. Il m'a semblé, en lisant cela, me dire qu'au fond, la culture, c'est de la qualité. La culture, c'est de la qualité. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on fait pour que dans le social, dans l'écologie, il y ait de la qualité. Notre débat actuellement, donc sur le plan général, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait le social et l'écologie qui se marient. Moi je dis, il faut faire trois choses. Il faut créer un vrai triangle. Le social, l'écologique, le culturel. Il faut aller au l'humanisme. Si tu veux. Il y a un an, j'avais lu, tout le monde l'avait lu, ce travail en commun de Nicolas Hulot et de Laurent Berger. Ils avaient sorti 75 propositions. Très bien, il manquait juste quelque chose. Il n'y avait rien sur la culture. Rien. Rien. Et c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Parce que moi je pense que nous ne pouvons pas régler, je le dis, je le pense, culture au sens large, l'éducation, la culture, la recherche, le savoir,
l'investissement dans la création, nous ne pouvons pas régler les problèmes de la société si nous nous limitons à penser qu'il va falloir seulement, effectivement, mettre en avant, et c'est tout à fait indispensable, la notion de social et d'écologie de se marier. Je pense qu'il manque ce troisième volet, qui est le culturel. Alors faisons-le, et c'est en ce sens que moi je pense que c'est pas seulement le secteur culturel qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, même s'il faut absolument le défendre, le préserver, c'est tout à fait indispensable, mais il faut aller au-delà, il faut se mettre en situation de faire en sorte que la culture soit une espèce de fer de lance d'un rebond de la société. Voilà. C'est très ambitieux. Hein, peut-être on va passer la parole à la salle. J'indique juste que c'est fortement l'idée que porte Olivier Faure au travers de son combat de rassemblement. Il dit ok, social, écologie, mais aussi humanisme. C'est pour ça que j'ai associé culturel et humanisme, et à travers la culture. Donc c'est un vrai débat. J'espère que Jérôme Monchal, vous avez indiqué, on peut passer la parole à la salle. Il nous reste une demi-heure. Je prendrai 5 minutes avant 17h pour que chacun puisse conclure, mais dans l'attente, on prend quelques questions, et puis oui, on va en prendre 3 ou 4, et puis on va donner la parole, bien sûr, à nos intervenants. Alors, je te passe la parole, cher collègue, José. Camarade José. Alors, merci Gary. Depuis 20 ans, les tables rondes qui se sont succédées au Parti Socialiste donnaient toujours... Non, parce que il faut, voilà, on peut pas. Bon, j'aime le lire simplement. Non, mais je pense qu'on s'entend là. On entend, hein. Vous m'entendez? Ouais. Bon. Oui. Non, tu peux, ou alors on nettoie à chaque fois, on peut le faire, mais... Non, oui, mais là on a une petite salle, je ne sais pas si ça vous gêne, mais on peut parler fort. Bon. 1, 2, ouais, c'est bon. Depuis 20 ans, au Parti Socialiste, puisque nous sommes aux universités du Parti Socialiste, les mêmes idées qui sont développées sur cette scène ont toujours été des éléments qu'on a discutés. Nous arrivons au pouvoir, rien ne se fait, ou peu. Hein, il a fallu que ce soit l'époque Lang, parce qu'il y avait l'impulsion du président de la République, pour avoir la volonté politique, comme tu me disais tout à l'heure, David, pour avoir des éléments d'appréciation budgétaire qui donnaient 1% du budget de l'État à la culture. C'était la jamais... question, parce que sinon on va pas avoir le temps. La question, pourquoi a-t-on toujours refusé la mise en place d'une loi de programmation culturelle et décentralisée au niveau des gouvernances qui ont toujours été proches de nous? Pourquoi ce refus? Pourquoi cette mise en place de ne pas opérer cet élément fondamental, budgétaire, transversal, qui permettait enfin d'appeler un chiffre à sa réalité et à ses résultats? Ok, merci. Oui. Je te reprends le micro. Oui. Parlez fort, je pense que c'est plus facile. Donc, en fait, sur ce que j'ai entendu tout à l'heure depuis le début, effectivement, on n'a jamais parlé, le monsieur vient juste d'en parler un peu, du budget de l'État à la culture, qui est défaillant depuis toujours. Depuis Malraux, il est défaillant. Donc, j'ai entendu tout à l'heure que les collectivités locales pouvaient effectivement prendre le relais. Moi, je suis un élu, effectivement, et donc je côtoie plein de collègues, mais c'est une volonté des collègues. Et quand on parle de culture dans certains milieux ruraux, on a l'impression que c'est un gros mot, et sans blague. Donc c'est un peu compliqué. Et puis en plus, il y a des choses inscrites dans la loi pour la culture. Par exemple, prenons le 1% artistique. Le 1% artistique, il n'est jamais appliqué, ou presque. C'est absolument scandaleux. Et là, c'est juste dans la loi. Voilà. Okay. Donc, je voulais juste dire ça que... Sur la relation et sur l'implication des collectivités, mais ça, je pense qu'on va pouvoir les appeler. Collectivité, elle est tellement de la volonté de chacun, et la volonté de chacun, elle est quand même... C'est pour ça qu'on avait demandé une compétence obligatoire. Voilà. Et j'entends autour de moi, effectivement, des élus qui ont à la bouche le mot économie bien avant le mot culture. Et je leur ai dit, on ne sera sauvé que par la culture et pas par l'économie. Mais ça... D'accord, merci.
Les deux sont possibles. Une autre question. Les deux sont possibles. Pour compléter, moi aussi, élu du petit commune rural sur le Larzac, il me semble que vous avez oublié un élément important pour la décentralisation, ce sont les associations qui ont énormément souffert et qui souffrent aussi du manque de visibilité là, dans la période Covid, mais aussi d'aide à l'embauche, et notamment avec ces fameux emplois aidés qui étaient discutés, mais qui permettaient d'avoir une présence physique dans les petites communes de 450 habitants, et de faire vivre quelque chose autour de projets. Merci. Donc, une question sur la vie associative. Merci, la décentralisation. Oui. C'est juste pour demander, sur la télévision, on a quand même pas mal parlé, moi je suis juste téléspectateur, c'est la question naïve, c'est pourquoi quand on a supprimé la publicité après 20h, pourquoi on n'a pas fait produit, ou même impulsion politique, des émissions risquées, c'est ce que vous disiez, ou même des émissions de débat littéraire, ou même du théâtre en prime time, vu qu'il n'y avait plus la pression des audiences. Mais non, parce que c'est ça. On va on prend la dernière question. Excusez-moi, juste pas mis, parce qu'il y a des contre-exemples qui existent, c'est la radio France Inter, France Culture, qui marche très bien sur le digital, ou Arte, qui produit très bon documentaire avec peu de moyens. Et juste une autre question, juste sur le spectacle vivant, qu'est-ce qu'on fait pour les boîtes de nuit? Parce que dans 6 mois, on se met la clé sur la porte et j'en ai jamais entendu parler. C'est compliqué. Tu veux dire quelque chose, mais j'ai une voix très basse. Tu peux avoir un micro nettoyé si tu veux, c'est facile là. Simplement, dans ce que disait Thierry Ardisson, je suis un peu plus vieille, mais on n'est pas très loin dans les générations. Donc, effectivement, on a eu la chance de pouvoir se cultiver la télé, la radio, les chansons, Brassens, machin, tout ça et tout, qui nous apprenaient quand même beaucoup de choses, quoi. Et aussi toute une éducation populaire qui était assurée par les partis politiques et par les syndicats, qui a quand même beaucoup disparu, il faut bien le dire. Donc c'est vrai que la télé peut être un vecteur important de cette reprise-là. Et moi, je me demande toujours, mais les programmes, alors moi je suis pas une spécialiste de rien du tout, mais comment ça fonctionne les programmateurs quand par exemple sur la télé publique, je vais citer France 2, France 3, on a pratiquement la même jarret, deux séries. Alors moi je suis pas trop fanatique dans les addictions, j'arrive pas à suivre, parce que je suis pas sûr que je serai là le lendemain, le surlendemain et tout ça. Et les films ont beaucoup disparu, par exemple, qui sont bon. Donc il y a quand même quelque chose dans l'organisation de tout ça. Je peux vous répondre. Moi, quand j'ai eu la tentative de Franck Riester de faire sa loi audiovisuelle, je me suis procuré la loi pour voir ce qu'il y avait écrit dans cette loi. Alors il y avait écrit effectivement que des choses concernant les tuyaux. C'est-à-dire que le contenu des tuyaux, comme par hasard, n'y était pas du tout. On ne parlait que de holding, que de trucs. Bon, voilà. Et si vous voulez, j'ai regardé. En fait, la loi dit que les dirigeants de France Télévisions feront leurs meilleurs efforts pour faire de la culture. Voilà. C'est le législateur souhaite qu'il y ait plus de programmes culturels. Donc la première erreur, moi je l'avais dit à l'époque, la première erreur elle est là. Une loi c'est fait pour exiger quelque chose. Si, par exemple, aujourd'hui vous avez une télévision publique en France où il n'y a pas d'émission de cinéma, il n'y a pas d'émission de théâtre, il n'y a pas d'émission musicale, il n'y a pas d'émission de peinture. Voilà. Donc si vous voulez, tout est dit. C'est-à-dire que moi je me souviens quand je regardais la télévision, enfin à l'époque où j'étais en adolescent, j'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, nourri par ça. Aujourd'hui, par quoi vous voulez être nourri? Il n'y a plus d'émissions qui traitent des sujets culturels. Mais c'est pas la peine de complexifier le problème et d'être trop intello. Il suffit de regarder, vous achetez Télé 7 jours, et vous regardez quels sont les programmes du service public. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, loin de là. Je ne dis pas que je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je dis simplement que, voilà, il faut essayer, c'est aux producteurs. Moi, par exemple, je suis en train de faire une émission, j'ai interviewé pendant toute ma vie, pendant 35 ans, j'ai interviewé des gens vivants. Comme je disais tout à l'heure, ça allait de Welbeck à M. Pokora. Mais
à un moment, quand j'ai été viré par Bolloré l'année dernière, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Est-ce que tu vas continuer? J'ai décidé d'interviewer des personnages historiques. C'est-à-dire, j'ai décidé d'interviewer François Mitterrand, Fidel Castro, Kennedy, etc. Bon, et ça fait 1 an que je travaille là-dessus. L'émission verra sans doute le jour avant la fin de l'année. Mais en tous les cas, cette idée-là montre ce qu'on peut faire avec la télévision. C'est-à-dire que aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez interviewer des gens comme s'ils étaient vraiment là. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de vous le montrer, mais quand j'interviewe Mitterrand, c'est vraiment Mitterrand qui me répond, quoi. Je veux dire, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à faire ce qu'on veut. Ben voilà une façon, ça va dans le sens de ce que je vous dis depuis le début, voilà une façon de spectaculariser la culture. Parce que je vais interviewer Romain Gary, je vais interviewer André Gide, je vais interviewer François Mauriac, etc. Mais comme il y a un procédé rigolo, qui est cette façon de les faire revivre grâce à l'intelligence artificielle, ben voilà, c'est ce que j'appelle spectaculariser la culture. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, tant que le législateur n'obligera pas les patrons des chaînes de télévision publiques à parler de cinéma, de théâtre, de musique, de danse, ben ils ne le feront pas. Parce qu'on est toujours dans cette idéologie qu'il faut que France Télévisions batte TF1. Et soit au même niveau que TF1. Mais si c'est en faisant des trucs qui n'ont aucun sens, c'est pas la peine. Alors on revient sur les autres questions, la vie associative, la décentralisation peut-être et la loi de programmation. David, un sénateur, c'est aussi un représentant des collectivités. Pour répondre directement à les collectivités aujourd'hui, déjà, assument 70% de la dépense publique pour la culture. Donc c'est un fait, mais c'est vrai que c'est voué à la volonté des élus. Donc comment inscrire là-dessus, David Assouline, une réponse, ou en tout cas une volonté différente que des volontés. Et puis, peut-être, je sais que c'est un sujet que tu avais bien abordé, peut-être le regard de Bercy sur le ministère de la Culture aussi. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Oui, alors, je ne suis pas spécialiste de la décentralisation et de la culture, mais bien sûr, je suis dans l'hémicycle et je suis obligé d'étudier chaque chose, même si je ne suis pas spécialiste, avant de voter. Moi, je vais être dans une généralité, mais qui, à mon avis, l'enjeu. Le gros problème, c'est que l'État peut avoir intérêt à décentraliser pour se débarrasser et ne plus avoir à payer. Donc je suis pour, dans le domaine culturel, une décentralisation maximum de tout ce qui peut faire vivre et être appréhendé au plus proche du terrain pour que les politiques soient plus ciblées, plus entraînantes pour les citoyens. Et en même temps, je suis pour qu'il y ait un système de régulation et de péréquation qui fasse que l'État ne se désengage jamais. C'est-à-dire que c'est pas je décentralise et maintenant vous payez, parce qu'il y en a qui ne pourront pas payer. Il y a des territoires plus pauvres, etc. Bon, il y a des villes, moi je suis à Paris, donc ça va, quoi. On a un budget culturel gigantesque, enfin important. Mais en même temps, on a des charges très importantes, parce que les théâtres nationaux, les scènes, etc., sont à Paris, on doit entretenir tout ça. Mais nous, on n'a pas à se plaindre, mais si on veut une certaine égalité, il faut faire attention aux faux bons amis qui est que certains... Je ne dis pas que c'est l'esprit des décentralisateurs. Les vrais décentralisateurs, dans la lignée de ce qu'on a fait dans les années 80, n'ont jamais demandé à l'État de se désengager. Hein. Ils ont voulu approfondir la démocratie et la réponse pour le plus grand nombre de citoyens. Mais attention, certains récupèrent cela, notamment avec une idéologie ultralibérale, pour dire l'État maintenant il doit partir de tout ça, et ce qui créerait de l'inégalité. Sur ta deuxième question, c'était la loi de programmation et Bercy. Oui, bon, c'est lié. Franchement, j'aime pas, parce que bon, en ce moment, je pense que le populisme est un adversaire essentiel de l'ensemble de ceux qui font de la politique et de la démocratie. Donc je n'aime pas alimenter ce qui est déjà l'air du temps. Mais il y a quelque chose avec Bercy, c'est qu'ils n'aiment pas ce qui leur échappe tout à l'heure. Enfin, la culture, c'est pas leur truc.
c'est une formation. C'est une formation pour le ministère du budget, qui est, et d'ailleurs on le voit, hein, c'est eux qui ont formé tout un tas de dirigeants, y compris politiques, qui ont remplacé les cerveaux, la pensée, le sens, par la comptabilité. Et donc, je crois que sans une volonté politique, allez, je fais une confidence, même si ça, même si ça égratigne mon camp. Voilà. Je me souviens j'avais un déjeuner avec Jean-Marc Ayrault et l'ensemble de ceux qui avaient arbitré sur les budgets culturels au début du dernier quinquennat. Et on nous annonce qu'il faut baisser de 7% le budget de la culture. Pourquoi? Parce que l'ensemble des budgets, pour remettre les finances à flot, hein, qui avaient été quand même dilapidées honteusement par Nicolas Sarkozy, mais il se trouve qu'on nous dit, bah, tout le monde fait 7%. Je dis à Jean-Marc, qui était quand même le chef, hein, qui était Premier ministre, je dis, c'est pas possible, c'est pas une logique normale. Quand tu vas baisser de 7% le budget de la culture, personne ne va voir. Personne ne va le voir, parce que c'est rien le budget de la culture. Donc ça ne rapporte rien aux caisses de l'État pour penser. Par contre, le milieu culturel va être impacté, et son rayonnement culturel dans la société, et la défiance que ça va provoquer par rapport à nous, se paiera beaucoup plus lourdement que l'économie que tu vas faire. Tu le sais bien, à Nantes, tu as tout redressé par une politique culturelle audacieuse. On me dit, c'est pas moi, c'est Macron. Macron était à l'Élysée, secrétaire général adjoint. Macron veut. C'était quoi ça? C'était dans l'Élysée, les financiers et Bercy. C'était Bercy. Et quand j'ai vu qu'un Premier ministre pouvait, à un moment donné, normal qu'il soit sous la direction du président de la République, mais moi, à l'époque, vous savez ce que j'ai dit? C'est qui Macron? Parce que vraiment, je le connaissais. Moi, je connaissais tous les ministres. On a grandi ensemble au National du Parti, dans les élus, dans les élections. Il y en a un que je ne connaissais vraiment pas, je ne sais pas d'où il sortait. Donc, sincèrement, j'ai dit, c'est qui Macron? Bon, maintenant, je sais. Jacques, une réaction sur ces... Je vais dire quelque chose de très politiquement incorrect, mais bien sûr qu'il y a la logique de Bercy qui est très forte, mais pardonnez-moi, on se laisse aller par la logique de Bercy quand il n'y a pas de volonté politique. Exactement. Tu disais que c'est Macron. Non, c'était pas Macron l'Élysée, c'est Réo Hollande l'Élysée. Ah oui. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? C'est comme ça, je m'excuse de le dire, mais voilà. Hein. On a fait l'inventaire. C'est parce que... Mais oui, non mais je ne veux pas... Excusez-moi, je ne fais pas d'attaque à lui-même. J'ai beaucoup de considération pour François Hollande, pour ne pas dire que je suis content de tout ce qui a été fait, loin de là. Et ce n'est pas mon sujet. Mais simplement, je dis qu'il y a un président de la République, c'est à lui de mettre au cœur de sa politique la problématique culturelle. Comme l'exécutif dans les collectivités. C'est comme ça. Alors, quant à la loi de programmation, quant à la loi de programmation, moi j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait des lois de programmation plutôt que pour des lois d'orientation. Et les lois d'orientation, c'est un peu bidon, ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, c'est ce qui... Il faut que les deux soient liés. Les deux peuvent être liés. Les lois de programmation, c'est bien, mais là aussi, les lois de programmation, ça ne préserve pas, parce qu'elles peuvent très bien être remises en cause chaque année. Ben oui. Donc, quand le budget de la culture, pardonnez-moi, je vais faire un peu l'ancien combattant là, mais quand le budget de la culture a été doublé en 1982, il n'y avait pas de loi de programmation. Il y avait une volonté politique du président de la République de faire en sorte que le budget de la culture soit enfin à un niveau acceptable. Oui, mais du coup, ça ne s'est pas prolongé. Tant mieux, cette augmentation, elle est à saluer toujours, encore aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on en revient toujours à se souvenir. Et ça n'a pas projeté. Ça n'a pas projeté. Enfin, l'augmentation du budget, quoique à un niveau plus limité, c'est poursuivi jusqu'en 1986. Hein, quand même. Attention, ne l'oublions pas ça.
Puis après, il y a eu remise en cause parce que c'était la première cohabitation, etc., etc. Après, on a remis en cause le périmètre du ministère de la Culture, qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne sait très bien comment comparer ce qui se passe entre 1981 et aujourd'hui, en termes de budget public consacré à la culture. Et ceci pour dire encore une fois que le problème, c'est de savoir si les responsables politiques mettent au premier plan le problématique culturelle. S'ils ne la mettent pas au premier plan, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. C'est comme les rapports entre l'éducation et la culture, n'est-ce pas? Très bien pour l'éducation artistique et culturelle. Si le ministère de l'Éducation n'est pas vraiment convaincu que l'éducation artistique et culturelle est au cœur de sa problématique, ben ça ne marchera jamais, même si le ministère de la Culture joue le fer de lance. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait... Et la volonté politique, aussi, c'est pas comme ça, c'est pas de la magie. La volonté politique existe aussi si la société est mobilisée elle-même sur ces objectifs-là. C'est-à-dire que c'est pas seulement un problème de volonté politique, c'est pas seulement les politiques qui sont insuffisants, c'est aussi que la société doit pousser pour faire en sorte. Nous sommes tous responsables, au fond, dans cette affaire-là. Nous sommes tous responsables. Et donc, c'est la société qui doit pousser aussi les politiques à adopter les bonnes stratégies. La société et les représentants. La société, c'est aussi, donc ça a été évoqué, la vie associative, les citoyens. Et c'est vrai que dans ce débat, où on a l'impression de refaire le monde pour la Xème fois, quand même, malgré la qualité vraiment de ce que vous apportez comme argument, on se dit, mais à quel moment on va ne plus être obligé de dire la volonté et le financement, parce que c'est ça, en fait, ce qui nous manque. À quel moment? Et c'est vrai que, alors je me retourne vers Jérôme, et c'est le pauvre, le seul représentant de professionnel à cette table ronde, mais moi j'ai le sentiment, femme politique et ancienne professionnelle, mais j'ai le sentiment quand même que le monde professionnel, alors qui n'est pas le même dans le spectacle vivant, dans les arts plastiques, dans la littérature, c'est vrai, ou dans les médias, là on a beaucoup parlé médias, il n'est pas souvent mobilisé. Par exemple, je dis toujours, malheureusement, mobilisé pour, bien qu'il fasse un travail remarquable, et je le salue, un travail fin de maillage sur le territoire et d'accès au public et sur l'éducation artistique et sur beaucoup de domaines. Mais demain, une scène nationale ferme dans une ville, je ne suis pas sûre que tout le monde est dans la rue pour la réclamer. Et je me dis, mais c'est de notre responsabilité, nous les politiques, bien sûr, mais c'est aussi cette profession, comment elle amène, alors, pardon, je pique un peu, hein, et je me pique moi-même parce que je viens de ce milieu, donc comment cette profession, elle peut elle aussi avoir une parole encore plus interpellante, bien sûr vers l'État, vers les collectivités, mais aussi vers la société, pour dire la culture c'est important, et on se l'est dit encore aujourd'hui. Comment ce que tu constates, c'est un échec, effectivement, hein, une grande partie de notre politique. On n'a pas vraiment réussi à élargir le spectre du public, très clairement. Et peut-être que la solution, elle est dans... alors, elle se révèle dans une espèce de position schizophrène que l'on a avec l'État, où on l'accuse de tous les maux et en même temps on lui demande beaucoup de choses. Et donc peut-être, est-ce qu'une des solutions, c'est cette nouvelle décentralisation qui passe par un lien plus fort avec les collectivités et donc qui passe par un maillage territorial encore plus important, même si la France n'est évidemment pas à rougir de cela. Et ça passe donc par les associations, ça passe par des relais que sont les associations et la société civile. Je pense que la solution elle est là. Et il faut qu'on arrête de considérer nous sommes 75 scènes nationales en France, on se considère tous comme des cadors que nous ne sommes absolument pas, et on considère surtout qu'on a une parole juste, vraie et définitive. Et de fait, on doit être extrêmement humble et constater tous les jours, et on constate là, en ce moment, là ces jours-ci, où on s'aperçoit qu'on croit notre public extrêmement fidèle, il l'est pour une partie, mais notre public en ce moment il a peur, en ce moment il est pauvre, et en ce moment il ne vient plus au théâtre, et que ce soit, je viens de parler avec ma collègue de Blois, elle est comme moi, il y a une forte baisse d'abonnements aujourd'hui, parce qu'on est dans cette phase-là. Les cinémas, il y a un cinéma dans la scène nationale, on a moins 3/4 de fréquentation. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on a réussi à trouver un lien avec le public? Est-ce qu'on a réussi à lui donner le goût de la culture? Oui, en partie, mais on doit encore énormément travailler. Très bien. Alors un petit mot de conclusion, parce qu'on arrive à
au terme de cet atelier, on doit être à l'heure. Et donc, je peux me permettre de vous demander très rapidement comment on réouvre cette thématique. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de cette réflexion. Je redonne la parole à l'un d'entre vous pour conclure cet atelier. Tu veux que chacun... Ben oui, chacun un petit mot pour dire, parce que là... Une minute, oui. Ouais, juste une minute. Non, je pense que la politique doit donner du sens. C'est la culture qui donne du sens. Et si nous, on n'est pas convaincus de cela, personne ne le sera. C'est un effort conscient, idéologique, une conception de la vie, de la société. Et malheureusement, l'économisme a triomphé pendant des décennies. Et peut-être que maintenant, si on doit parler d'un nouveau monde, on va dire que c'est place à la culture. Place à la culture. Et si vraiment on le croit, quand on accède au pouvoir, on met le paquet, c'est pas du saupoudrage, le paquet. Parce que le progrès humain qui a eu lieu, c'est que, à l'inverse de ce que tous les méprisants du peuple pensent, l'être humain, il a besoin de se nourrir, il a besoin d'avoir un toit, mais je peux vous dire que des fois il peut s'en priver s'il peut avoir une grande émotion culturelle à la place parce qu'il doit choisir. Et ça n'existe nulle part ailleurs dans les espèces, c'est l'être humain. Et donc allons à cet essentiel-là. Et on l'a vu avec la crise du Covid, je l'ai expliqué tout à l'heure, comment dans cette abstinence générale, eh bien, on s'est nourri aussi de ça. Et je pense que si on a cette conscience-là, alors oui, quand on est à la tête d'une ville, d'un département, d'une région pour les élus, quand on est au Parlement, pour ceux qui font la loi, quand on est au gouvernement, que ce soit à Matignon ou à l'Élysée, et c'est mieux dans la Ve République d'être à l'Élysée, parce que c'est là que tout se décide. On voit que même l'interdiction de la chasse à la glu, c'est Macron qui l'a décidé. Donc c'est le pouvoir régalien. Ou bien la dérogation au puits du fou. Donc voilà, moi c'est mon mot, il faut qu'on se réapproprie ça, cette conscience. Je pense que ça a été longtemps porté par les grands socialistes. Jaurès, qui était un grand socialiste. La culture et l'éducation, c'était au cœur de tous ces discours fondamentaux. Au moment du Front populaire, c'est là qu'on a créé les bases, y compris on a essayé de lancer le Festival de Cannes, qui n'a pas pu avoir lieu avant, mais il y a une vraie ambition culturelle, mais pour toute la société, comme un projet de société. Bon, avec Malraux, on a mis quelque chose, oui, on a créé un ministère de la culture, mais qui maintenant se retourne contre ce qu'on voulait, parce que si c'est un secteur particulier, un ministère, ça mérite plus toute la société. On nous donne des miettes pour qu'ils continuent à se débattre, et il faut maintenant une politique culturelle qui irrigue l'ensemble de la société. Tu passes parfaitement la parole à Jacques avec cette conclusion. Un mot pour dire que la gauche a une vraie légitimité dans la culture. Elle a une vraie légitimité dans la culture. Culture et gauche ont partie liées quand même, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses bien de faites par un certain nombre de droites, soyons logiques aussi un peu, hein, mais la gauche et la culture sont liées. Grâce historiquement aux acquis que la gauche a pu faire au niveau national, avec Mitterrand, etc., et grâce aussi à l'action des élus de gauche sur la culture. Car si on fait l'historique de la politique culturelle, dans les années 60 et 70, les premiers responsables politiques locaux qui ont lancé des politiques culturelles, ça a été les élus sociétés, et aussi communistes. Soyons justes. Et donc, dans ce moment où il faut essayer de retrouver la gauche, de reconquérir, de rebondir, si tant est que ce soit possible, bien évidemment. Eh bien, si la gauche arrive à considérer que la culture est un des éléments essentiels de cette reconquête politique qu'elle peut faire,
je pense que c'est acquis de ce point de vue-là. Et ça, je crois qu'il faut qu'elle porte en étendard, qu'elle revendique les acquis qu'elle a réussi à développer en matière culturelle, même si ça s'est un petit peu étiolé les dernières années, mais passons. Et donc, je crois là que c'est un atout pour la gauche, c'est un atout pour reconquérir une partie de l'opinion, reconquérir de la crédibilité. Donc, jouons ce jeu, jouons-le. On ne peut pas dire que la gauche a le monopole de la culture, naturellement pas, ça serait stupide et ridicule, mais elle a un atout, elle a une légitimité aux yeux de l'opinion publique. Culture et gauche sont quand même en parler dans son ADN. Donc, c'est dans son ADN. Alors, jouons-le, voilà. Merci, Jacques. Thierry Ardisson. Non, moi, si vous voulez, je parle de la télé parce que c'est vrai que c'est un truc que les gens financent, qui leur appartient. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une copropriété. C'est une association de gens qui donnent chacun 150 €. Et que tout ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a des élus parmi vous, il y a des militants, tout ce que vous pouvez faire, c'est que c'est le législateur qui doit imposer que la télévision de service public soit l'école du peuple. Et pour être l'école du peuple, elle doit spectaculariser la culture. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. Si on laisse la télévision publique aller dans le sens où elle va depuis quelques années, si vous voulez, il n'y aura même plus ça. Donc il ne restera plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que je disais qu'il n'y avait plus d'émissions culturelles à la télévision, mais dans les journaux, il n'y a même plus de critiques. C'est-à-dire que fut un temps où il y avait des critiques de cinéma, des critiques de télévision. Je dis, vous allez voir ce film, les gens y allaient, on les écoutait, et Michel Cournot, et Jean-Louis Bory, etc. Il y avait des critiques de télévision comme Philippe Kieffer, Marie-Ève Chamard. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Une émission, comme je disais tout à l'heure, elle est bonne si elle fait de l'audience, elle est mauvaise si elle n'en fait pas. Moi, j'ai toujours fait des bonnes audiences, donc je suis pas en train de... Je ne suis pas dans un combat, mais je veux dire, c'est vrai. Vous avez plein de choses formidables. Alors évidemment, il y a Arte, c'est très bien. Il y a le masque et la plume existe encore. Hein. Le masque et la plume. Mais la radio, quelqu'un a dit tout à l'heure que la radio, France Inter, c'est la télévision de service public devrait être ce qu'est France Inter. Voilà. Et France Culture. Et France Culture, voilà. Il n'y a pas la peine de les chercher un modèle à l'étranger. Et alors après, on peut gueuler. Il y a des gens qui gueulent sur le parti pris idéologique du service public, etc. Enfin, comme toutes les télévisions appartiennent, toutes les chaînes, tous les médias appartiennent à des milliardaires, finalement, c'est pas plus mal que le service public, disons, porte un autre discours que celui qu'on entend, puisque quand même c'est le seul pays du monde, je fais remarquer, où tous les médias appartiennent à des milliardaires qui d'ailleurs n'ont pas d'argent. Donc c'est quand même ridicule d'avoir donné ça à des milliardaires, parce que Bouygues dit, oui, TF1 dépérit, mais j'ai pas d'argent. Drahi dit, on fait que de la merde, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Bolloré devait mettre 2 milliards dans le canal, mais il n'a plus d'argent. Donc la télévision appartient à des milliardaires qui n'ont plus d'argent. Donc c'était pas la peine de leur donner. Merci. Et Jérôme. Simplement répéter des choses. C'est-à-dire qu'au-delà de l'importance économique et sociale, il faut qu'on se persuade encore et qu'on persuade aussi autour de nous l'intérêt public de la culture. Parce qu'il sert pour moi notamment à deux choses, la formation de l'esprit critique et évidemment l'émancipation du citoyen. Merci, en tout cas merci à vous quatre. Nous allons continuer sur cette réflexion de la culture et vous verrez ces rendez-vous de l'histoire ont été volontairement de la part d'Olivier Faure extrêmement axés sur la culture et que demain un autre débat a lieu à 11h30 qui pose la question de la culture et de l'écologie puisque c'est aussi dans des thématiques actuelles qui est animé par Jean-Paul Ciré et qui aura lieu ici aussi ou ailleurs. Dans la halle, il y aura Olivier Bianchi effectivement. Et voilà, Olivier qui va intervenir avec Folie et quelques autres responsables. Voilà, en effet, Gérard Combe, directeur des Francopholies et du Printemps de Bourges. Merci à vous et merci surtout à vous quatre.